Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Donc, disons-nous, les autres que l'un ne sont point l'un et ne participent point de lui, puisqu'ils sont autres. Aristote, non, en effet. Donc, il n'y a pas de nombre dans les autres, puisqu'il n'y a pas d'un en eux. Comment y en aurait-il en effet? Donc, les autres choses ne sont ni une ni deux, et ne peuvent être désignées par aucun nombre. Non. L'un est donc le seul à être un, et il n'y a pas de dualité. Évidemment, non. Il n'y a donc pas de contact, puisqu'il n'y a pas de dualité. Il n'y en a pas. Dès là, ni l'un ne touche les autres, ni les autres ne touchent l'un, puisqu'il n'y a pas de contact. Il n'y en a pas certainement. Ainsi, pour toutes ces raisons, l'un touche et ne touche pas les autres et lui-même, apparemment. Et maintenant, l'un n'est-il pas aussi égal et inégal à la fois à soi-même et aux autres? Comment? Si l'un était plus grand que les autres ou plus petit, et les autres plus grands ou moins grands que l'un, n'est-il pas vrai que ce ne serait point parce que l'un est un, et parce que les autres sont différents de l'un, en un mot par leurs essences mêmes, qu'ils seraient plus grands ou plus petits les uns que les autres? Mais si les uns et les autres étaient égaux entre eux, c'est qu'en plus de leurs essences, ils auraient l'égalité. Et si les autres avaient de la grandeur et l'un de la petitesse, ou l'un de la grandeur et les autres de la petitesse, celle des deux formes à laquelle s'attacherait la grandeur serait plus grande, et celle à laquelle s'attacherait la petitesse plus petite. Nécessairement. On ne peut nier l'existence de ces deux formes, la grandeur et la petitesse, car si elles n'existaient pas, elles ne seraient pas contraires l'une à l'autre et ne se trouveraient pas dans les êtres. Comment en effet cela serait-il possible? Si donc il y a de la petitesse dans l'un, elle sera ou dans le tout ou dans une de ses parties, nécessairement. Mais si elle est dans le tout, n'est-il pas clair qu'elle s'étendra de pair avec l'un à travers lui tout entier, ou qu'elle l'enveloppera? Oui, c'est clair. Et que la petitesse étant de pair avec l'un sera égale à lui et plus grande si elle l'environne? Sans doute. Or est-il possible que la petitesse soit égale à quelque chose ou plus grande que quelque chose, et qu'elle fasse les fonctions de la grandeur et de l'égalité, et non les siennes propres? C'est impossible. Ce n'est donc pas dans l'un tout entier que la petitesse peut se trouver, mais tout au plus dans une partie. Oui. Elle ne sera pas même dans la partie entière, autrement elle s'y comporterait comme à l'égard du tout. En quelque partie qu'elle se trouvât, elle lui serait égale ou serait plus grande qu'elle, nécessairement. La petitesse ne sera donc jamais dans aucun être, puisqu'elle ne se trouve ni dans une partie ni dans le tout, et il n'y aura rien de petit hormis la petitesse elle-même. Rien à ce qu'il paraît. La grandeur ne s'y trouvera pas davantage, car il y aurait quelque chose de plus grand en dehors, et en plus de la grandeur elle-même, à savoir l'objet en quoi résiderait la grandeur, et cela bien qu'il n'ait pas en face de lui de petit qu'il doit surpasser du moment qu'il est grand. Or cela est impossible, puisqu'il n'y a de petitesse nulle part. C'est vrai. Mais la grandeur en soi ne peut être supérieure en grandeur à aucune autre chose qu'à la petitesse en soi, et la petitesse en soi ne peut être inférieure en petitesse à autre chose qu'à la grandeur en soi. Non, en effet. Par conséquent, ni les autres ne sont plus grands ni plus petits que l'un, puisqu'ils n'ont ni grandeur ni petitesse, et ce n'est pas à l'égard de l'un que ces deux-ci ont le pouvoir de surpasser et d'être surpassés, mais à l'égard l'une de l'autre. Et l'un à son tour ne peut être ni plus grand ni plus petit que ces deux-là, et que les autres, puisqu'il n'a ni grandeur ni petitesse. Il paraît bien que non. Si donc l'un n'est ni plus grand ni plus petit que les autres, ne s'ensuit-il pas nécessairement qu'il ne les surpasse point et qu'il n'en est pas surpassé? Nécessairement. Et ceux qui ne supposent ni n'est suppose et ceux qui ni ne surpassent ni n'est surpassé, ne doit-il pas de toute nécessité être de pair, et ce qui est de pair être égal? Sans doute. Et il en sera de même de l'un aussi vis-à-vis de lui-même. N'ayant en lui ni grandeur ni petitesse, il ne saurait être surpassé ni se surpasser lui-même, mais étant de pair avec lui-même, il sera égal à lui-même. Parfaitement. L'un doit donc être égal à lui-même et aux autres.
c'est évident. En outre, s'il est lui-même en lui-même, il doit être en dehors et autour de lui, et en tant qu'il s'entoure lui-même, il doit être plus grand que lui-même, et en tant qu'entouré plus petit, et ainsi l'un doit être plus grand et plus petit que lui-même. Oui, en effet. Mais voici une chose qui est également nécessaire, c'est qu'il n'existe rien en dehors de l'un et des autres. Cela va de soi. Mais il faut aussi que ce qui existe soit toujours quelque part. Oui. Mais ce qui existe dans quelque chose existera dans une chose plus grande et sera plus petit qu'elle. C'est la seule manière dont une chose puisse être dans une autre. En effet. Mais puisqu'il n'existe rien en dehors des autres et de l'un, et qu'ils doivent être en quelque chose, n'est-il pas dès lors nécessaire qu'ils soient les uns dans les autres dans l'un et l'un dans les autres, ou qu'ils ne soient nulle part? C'est évident. Donc, puisque l'un est dans les autres seront plus grands que l'un, vu qu'il l'enveloppe, et l'un plus petit que les autres, vu qu'il est enveloppé. Mais puisque les autres sont dans l'un pour la même raison, l'un est plus grand que les autres, et les autres plus petits que l'un. Il semble. L'un est donc égal à lui-même et aux autres, et plus grand et plus petit que lui-même et que les autres. C'est évident. En outre, s'il est plus grand, plus petit et égal, il aura des mesures égales à lui-même et aux autres, ou de plus nombreuses ou de moins nombreuses, et s'il a des mesures, il aura des parties aussi, sans doute. Avec des mesures égales plus grandes et plus petites, il sera inférieur et supérieur en nombre à lui-même et aux autres, et égal à lui-même et aux autres de la même façon. Comment? Il aura, j'imagine, plus de mesures que ceux qu'il dépasse en grandeur, et qui dit mesure dit partie. Il en sera de même à l'égard des plus grands que lui, et de même pour ceux qui l'égalent. C'est exact. Étant plus grand et plus petit que lui-même et égal à lui-même, il aura autant et plus et moins de mesures que lui-même, de mesures par suite de parties. Sans doute. Étant donc égal à lui-même en partie, il sera égal à lui-même en nombre. S'il a plus de parties, il sera plus grand que lui-même, et moins grand quant au nombre. C'est évident. Et n'en sera-t-il pas de même de l'un relativement aux autres? Parce qu'il apparaît plus grand qu'eux, il leur sera nécessairement supérieur pour le nombre, parce que plus petit, inférieur, et parce qu'égal en grandeur, égal aussi aux autres quant au nombre. Nécessairement. Ainsi donc, l'un sera encore, selon toute apparence, égal et supérieur et inférieur en nombre à la fois à lui-même et aux autres. Il le sera. Maintenant, l'un participe-t-il aussi du temps, et est-il et devient-il à la fois plus jeune et plus vieux que lui-même et que les autres? Et tout en participant du temps, n'est-il ni plus jeune ni plus vieux que lui-même et les autres? Comment? Il a bien la propriété d'être s'il est un, oui. Or, être est-ce autre chose que participer à l'existence dans le présent, comme était indique la communion avec l'existence dans le passé, et sera dans l'avenir? C'est en effet cela. Il participe donc du temps s'il participe de l'être, assurément. Donc du temps qui passe, oui. Il devient donc toujours plus vieux que lui-même s'il avance avec le temps, nécessairement. Or, ne nous souvient-il pas que ce qui devient plus vieux qu'un qui devient plus jeune? Il nous en souvient. Donc, quand l'un devient plus vieux que lui-même, il devient plus vieux que lui-même qui devient plus jeune, nécessairement. Il devient donc ainsi à la fois plus jeune et plus vieux que lui-même, oui. Mais le moment où il devient plus vieux, n'est-ce pas quand il arrive dans le temps présent intermédiaire entre le fut et le sera? Car en passant d'hier à demain, il ne sautera pas par-dessus aujourd'hui. Non, certes. Ne cesse-t-il pas de devenir plus vieux au moment où il a touché le présent, et n'est-il pas vrai qu'il ne devient plus, mais qu'il est alors plus vieux? Car s'il continuait d'avancer, il ne serait jamais saisi par le présent. Il est en effet dans la nature de ce qui avance d'être en contact avec deux choses à la fois, le présent et l'avenir, abandonnant le présent, saisissant l'avenir, et se mouvant entre les deux, l'avenir et le présent. C'est vrai. Mais si tout ce qui devient ne peut jamais esquiver le présent, dès qu'il y est, et cesse de toujours devenir, et il est alors ce qu'il était en train de devenir, c'est évident.
Quand donc l'un, en devenant plus vieux, a rencontré le présent, il s'arrête de devenir, et il est à ce moment plus vieux, assurément. Dès lors, il est plus vieux que ce par rapport à quoi il devenait plus vieux, et c'est plus vieux que lui-même qu'il devenait. Oui. Or, ce qui est plus vieux que ce qui est plus jeune. Oui. L'un est donc plus jeune que lui-même lorsqu'en devenant plus vieux, il a touché le présent. Nécessairement.